Présente chez près de 50 millions de personnes dans le monde, dont plus de 9 sur 10 sont des porteurs sains avec l'ordre de 300 000 nouveau-nés atteints chaque année. La drépanocytose, également appelée hémoglobinose S, est une maladie génétique. Chers internautes, ce numéro de votre émission Bien-être et Santé s'intéresse donc à la drépanocytose avec notre invité, Dr Tatiana Baglo, hématologue au CNHU de Cotonou. Pour finir, nous allons découvrir le fruit de la semaine avec Aude Guézodien. Merci de rester fidèle à votre émission Bien-être et Santé. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez mieux que moi, les plantes participent de façon générale au soulagement de certaines maladies, dont la drépanocytose. Rapproché d'un tradipraticien, ce dernier nous donne quelques recettes. Vous savez, ceux qui ont ces genres de pathologie, surtout en période de fraîcheur, c'est des gens qui souffrent atrocement. Genre de rhumatisme, mais plus aigu, où c'est une douleur intense. L'intéressé même peut demander à ce qu'on mette même des briques, des poids sur lui parce que c'est qu'il sent. Lui-même demande même parfois la mort et il ne trouve pas la mort. Parce que ça fait très mal. Et quand vous les voyez, tu peux voir un drépanocytaire qui a déjà 20 ans, ça dépend, ou 25 ans, mais qui ne se développe pas. Tu la vois toujours petite. Et c'est une maladie, quand quelqu'un a cette maladie, on prie toujours. Parce que si l'enfant n'a pas encore franchi 19 ans, 23 ans, 24 ans, c'est comme une épée de Damoclès, quoi. Par exemple, si je prends le produit qu'on appelle Vita 2, c'est un produit qui est très formidable. À part le Vita 2, et je peux vous dire que nous pouvons prendre le Vita 1 lui-même qui contient beaucoup, de vitamines et on associe. Et ensuite, il y a un produit que nous appelons Fidrac. Nous prenons maintenant le produit Fidrac que nous mettons avec ce produit que nous mettons avec cette combinaison parce que le corps demande beaucoup d'efforts, l'organisme demande beaucoup d'efforts. Ces composants-là sont très simples. Par exemple, quelqu'un qui est drépanocytaire maintenant, il y a une feuille qu'on appelle en langue vernaculaire à Boma, que les gens vendent au marché. C'est comme qu'on appelle-t-on, peau de tige de mil. L'écorce, quoi, c'est comme l'écorce de tige de mil et c'est rouge. Les gens peuvent préparer et mettre quelques morceaux de sucre dedans et en prendre en quantité en attendant de bénéficier d'un soin approprié. Mesdames et messieurs, la rubrique « Qu'en savez-vous » c'est tout de suite. Ni a ingbeto bo asionero mutu emejen we yo ado movement debu bona blo na sobe ya asinze nu asin wa zo debu a ene azon kuru zon bo yin do wa bo atun eyin azon le bo medo jije o eno do la me an ene me bo eno kugo o azon eyin de bo wan wuri le yin bo bono la menu yi bono ouais ouais ya donu yewe donc et ya donu mo inu ala tru le me an inu po le me an in ganton kojo tagbara bo wanu yi bo ku no edu e ya yin mere bo adu apa don non tu auras pitié quoi numéro pidion même
asitia edo moitié bon donc et me souvent groupe SSL et de Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous une spécialiste du domaine de l'hématologie pour nous éclaircir davantage sur la drépanocytose. Une Tatiana qui reçoit une autre, mais juste après ceci. Docteur Tatiana Baglo, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes hématologue au CNHU de Cotonou. Exact. Alors dites-nous, qui est un hématologue, docteur? Un hématologue, c'est un médecin qui se spécialise dans la prise en charge des maladies du sang, que ce soit l'anémie, qu'on peut retrouver dans plusieurs autres maladies, dont la drépanocytose justement, que ce soit les cancers du sang ou des patients qui souffrent de l'hémophilie, des maladies constitutionnelles du sang. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un enfant qui saigne tout le temps, chaque fois qu'il se blesse, voilà. Ce sont des spécialistes du domaine de l'hématologie qui s'occupent de ces patients-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. Comment peut-on définir ce mal? La drépanocytose est une maladie héréditaire qui est caractérisée par la présence d'hémoglobine S, comme le dit son nom, hémoglobinose S. Donc, ce sont des patients qui portent dans leur sang l'hémoglobine S, et souvent qu'on appelle des SS, parce qu'ils obtiennent de l'hémoglobine S chez leur maman et de l'hémoglobine S chez leur père. Donc, ils sont homozygotes SS. Parlez-nous de l'espérance de vie d'un drépanocytaire. Un drépanocytaire a combien de temps pour vivre sur cette terre, si vraiment il souffre de ce mal? En réalité, les drépanocytaires n'ont plus actuellement une espérance de vie réduite. Pas du tout. En réalité, ils ont l'espérance de vie, la même espérance de vie que tout le monde. Lorsqu'ils sont bien pris en charge, ils ont vraiment la même espérance de vie que tout le monde. Sinon, et dans l'émission, j'ai entendu quelqu'un parler de 24 ans. Non, aujourd'hui, franchement, on a des drépanocytaires qui ont 60 ans, d'autres qui ont 75 ans, qui viennent en consultation normalement. Donc, on n'a plus d'espérance de vie. On ne peut plus parler de limite d'âge pour la drépanocytose. Alors, comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste de plusieurs manières. Trois grands signes. D'abord, le signe qu'on connaît tous, c'est la douleur. Ils ont des douleurs ostéo-articulaires ou des douleurs abdominales qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Ce sont des douleurs qui sont très intenses. Les malades, comme on le dit d'habitude, peuvent demander qu'on mette des pierres sur eux parce qu'ils ont vraiment mal. Autre signe, ils en souffrent très souvent en période de fraîcheur, je crois. Oui, ce sont des facteurs déclenchants. En fait, les crises ou les douleurs ne se déclenchent pas spontanément. C'est rare. Souvent, il y a des facteurs déclenchants de ces douleurs-là. Et ces facteurs déclenchants, on apprend ces facteurs déclenchants aux patients. Quand ils viennent souvent en consultation, ils sont éduqués à reconnaître ces facteurs déclenchants, dont la fraîcheur, même la chaleur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais une différence brusque de température peut faire déclencher une crise vaso-occlusive chez un drépanocytaire. Il y a aussi les infections. Les infections, très souvent, notamment le paludisme, fait déclencher la crise des douleurs ostéo-articulaires chez les drépanocytaires. Vous voulez nous dire qu'elle n'est seulement pas héréditaire? Non, la maladie même est héréditaire, mais en fait, les complications de la maladie, parce qu'on peut être drépanocytaire sans jamais faire de crise vaso-occlusive, de douleur, sans jamais manifester la crise sous forme de, la maladie sous forme de douleur ostéo-articulaire en réalité. Donc, la douleur survient suite à un facteur déclenchant. Donc, quand un malade vient à l'hôpital et se plaint de douleur ostéo-articulaire et un drépanocytaire, on est amené à rechercher le facteur déclenchant, qui peut être le fait qu'il soit passé sous la pluie, qu'il ait fait des efforts physiques très importants, qu'il ait eu un moment de stress, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup d'enfants à l'approche des examens pour des crises vaso-occlusives, d'autres qui ne passent même plus à l'examen. Mais par ailleurs, on a aussi les syndromes infectieux, c'est-à-dire la fièvre, qui peut faire déclencher la crise chez les drépanocytaires. On leur demande souvent, dès qu'ils ont la fièvre, ils n'ont qu'à venir consulter à l'hôpital parce que
un jour ou deux après, la crise peut être déclenchée. Autre manifestation de la maladie, c'est vraiment l'anémie. L'anémie parce que les malades drépanocytaires peuvent hémolyser tout le temps. Quand je parle d'hémolyser, c'est en fait, ils cassent leurs globules rouges, ce qui fait qu'ils ont des taux d'hémoglobine bas. Ils ont une anémie chronique qu'ils supportent très bien. On n'a pas besoin de les transfuser pour cela. Donc, à part l'anémie, il y a aussi les infections. Les drépanocytaires sont susceptibles de faire toutes sortes d'infections. Ils sont fragiles, ce qui fait qu'on leur demande de faire des vaccinations lors des consultations. Dès le bas âge, on leur demande de faire plusieurs vaccinations, dont les vaccinations que tous les enfants font, mais beaucoup d'autres que les autres ne font pas obligatoires, et d'autres vaccinations qui ne sont pas obligatoires pour le commun des mortels est obligatoire pour eux. Alors, docteur Tatiana, pouvez-vous nous dire ce qu'un drépanocytaire doit faire et ses interdits? Qu'est-ce qu'un drépanocytaire va faire? C'est tout faire pour éviter ces facteurs déclenchants. C'est-à-dire, si on est en moment, on a beaucoup d'élèves en drépanocytaire, on leur conseille par exemple d'essayer de se planifier pour éviter des stress de dernière minute. D'éviter, évidemment, à l'approche des examens, évidemment, ou de leur composition, tout simplement. Quand ils veulent sortir, à tout moment, ils doivent avoir un pullover, une veste, en tout cas, dans leur sac, au moment où, si jamais il y a un changement brusque de température, ils doivent pouvoir se protéger. Côté hygiène, ils doivent manger sain, parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, ils sont fragiles, ils font beaucoup d'infections, donc ils doivent manger sain, ils doivent manger équilibré. Chaque fois qu'ils mangent, on leur conseille des fruits et légumes par jour, du yaourt pour compléter leur alimentation, pour qu'ils aient une alimentation équilibrée et ne pas avoir de retard de croissance staturo-pondérale. Parce que s'ils ne mangent pas bien, ce qui risque de se passer, c'est que ce sont des enfants qui ont 30 ans, 40 ans, mais ce sont des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, mais quand on les voit, on a l'impression qu'ils ont 15 ans, parce qu'ils ont un retard staturo-pondéral. Mais au-delà de l'hygiène alimentaire, il faut qu'ils boivent de l'eau. On les oblige à boire au moins 3 litres d'eau. Bon, la quantité d'eau à boire dépend évidemment de son poids et de sa taille. Donc, de son poids surtout, excusez-moi. Donc, on calcule la quantité d'eau à boire, mais globalement, on leur demande de boire environ 3 litres d'eau par jour. Après la boisson et l'alimentation, il y a le fait de pouvoir dormir sous les moustiquaires imprégnés pour éviter le paludisme. Donc, voilà quelques conseils qu'on donne souvent aux drépanocytaires, justement pour éviter la survenue des crises vaso-occlusives. Alors, dites-nous, existe-t-il des symptômes pouvant permettre à l'intéressé qui souffre vraiment de ce mal de pouvoir identifier, sinon de pouvoir savoir vraiment qu'il souffre de la drépanocytose, les signes? La drépanocytose. En fait, les symptômes qui peuvent interpeller l'entourage, c'est les mêmes pratiquement que ce que j'ai cité au début. Oui. Mais déjà, quand l'enfant s'il s'agit d'un enfant, l'enfant pleure tout le temps. À des moments donnés, l'enfant va pleurer tout le temps. Et il y a des œdèmes au niveau des mains et des pieds. On parle de syndrome pied-main. C'est un syndrome qui interpelle les parents, qui les amène à consulter. Un enfant qui pleure, qui subitement développe des œdèmes au niveau des pieds et des mains, il faut l'amener en consultation. Un enfant qui fait souvent des infections qu'on ne comprend pas dans tous les cas, il faut l'amener en consultation. Mais plus l'enfant est grand, il peut s'exprimer. Et là, l'enfant vous dira qu'il a des douleurs ostéo-articulaires. Et ces symptômes pourront amener les parents à consulter et à commencer très rapidement la prise en charge. Parce que plus la prise en charge est rapide et survient très tôt, plus l'enfant a la chance de se développer normalement. Parce que si un enfant ne se développe pas normalement, ils ont psychologiquement des problèmes. Vous avez des enfants, des jeunes adolescents qui ont 15 ans,
mais qui n'ont pas la puberté, qui n'ont pas un développement de sein et autres. Donc, ce qui fait que ça les traumatise. Alors que leurs collègues avec qui ils ont grandi se sont correctement développés, eux, ils ne se sont pas développés. Si ce sont des enfants qui travaillaient bien à l'école, spontanément, leur niveau commence pas à baisser. Non pas parce qu'ils sont incapables d'étudier ou de réussir, mais juste parce qu'ils supportent mal leur corps. Donc, si on les prend en charge très tôt, ils se développent franchement normalement. On peut ne pas distinguer un drépanocytaire d'un autre, d'un patient sain, lorsqu'il est bien pris en charge. Vous avez suivi les 2 éléments précédents avec nous. Votre opinion? Mon opinion, c'est que j'ai constaté qu'un des intervenants disait que la drépanocytose tue. En fait, la drépanocytose ne tue pas. Ce sont les complications de la drépanocytose qui tuent. Donc, le plus important, c'est tout fait pour éviter la survenue de ces complications-là. Autre chose, je l'ai dit pendant l'émission déjà, c'est la norme 24 ans dont a parlé monsieur le tradithérapeute. Non, non, non. Je sais que c'est très ancré dans la population, au sein de la population, qu'après que les drépanocytaires n'atteignent pas la barre des 24-25 ans. Mais c'est absolument faux. Puisqu'on entend souvent dire que quelqu'un qui souffre de la drépanocytose, surtout les jeunes dames, si rapidement elles ne font pas l'effort d'avoir un enfant, c'est que c'est vite fait. En consultation, on entend souvent ça, vraiment. Et ils sont très stressés, ils veulent faire d'enfants avant l'âge de 25 ans. Bien mais évidemment. Non, non, non. Si on prend bien en charge un drépanocytaire, il va passer la barre des 25 ans, des 50 ans et même des 60 ans. Pour ça, franchement, il n'y a pas à dire cette barre est futile. C'était avant, quand il n'y avait pas une bonne prise en charge. C'est vrai que leur espérance de vie était réduite. Donc, on dit qu'il faut qu'ils fassent d'enfants pour pouvoir garder leur progéniture. Les parents se disent, même s'ils meurent, après moi, j'en prendrai soin. Je prends soin de l'enfant, de la personne. Mais aujourd'hui, quand ils sont bien pris en charge, franchement, ils vivent, ils mettent au monde leurs enfants, ils s'occupent de leurs enfants normalement. Alors, oui. Parlez-nous des conséquences de la drépanocytose sur l'organisme humain et surtout sur la vie de couple. Ça, c'est un problème. Les conséquences de la drépanocytose sur la vie de couple sont énormes. En réalité, ce qu'on constate même de façon pratique à l'hôpital, c'est quand un couple fait un enfant drépanocytaire, souvent ils ne savent pas, ils ignorent tous deux. La plupart du temps, ils ignorent qu'ils sont hétérozygotes AS, parce que c'est souvent 2 AS qui font des enfants SS. Ils ignorent, ils font l'enfant, mais la drépanocytose coûte. La prise en charge de la drépanocytose coûte vraiment cher au couple. Au début, ils sont unis, mais très rapidement, lorsque le couple n'est pas très solide, les dépenses, la difficulté, la douleur de l'enfant détruit le couple, moralement, financièrement et même la relation de couple. Donc, vous voyez des gens qui viennent correctement au début, amener leur enfant en consultation, mais quelques années, le temps que l'enfant ait 20 ans, 25 ans, 30 ans, après, quand vous demandez d'après ses parents, en fait, les parents sont séparés. Tout simplement à cause des difficultés de la prise en charge. Les parents souffrent à la place des enfants. Et donc, franchement, je conseille à tous nos jeunes aujourd'hui, avant de se marier, de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Je vous en prie, ce n'est pas le test d'Emel. Il y a une différence entre les 2 tests. Le test d'Emel, c'est ce qu'on fait communément partout, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des tests d'Emel négatifs, et après, quand ils se marient, ils font des enfants drépanocytaires, notamment des hétérozygotes, des doubles hétérozygotes SC, qui manifestent les signes, ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'on leur aurait dit qu'ils n'ont pas de drépanocytose dans le sang. Mais en fait, la drépanocytose, c'est SS, mais il y a les autres formes de drépanocytose, c'est-à-dire les syndromes drépanocytaires majeurs qui sont SC, S-bêta-thalassémique, qui sont aussi des drépanocytaires, qui manifestent les mêmes signes. Donc,
il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ça coûte un peu cher, mais il faut le faire avant de se marier. Et si jamais les parents sont AS, et AS, c'est-à-dire 2 parents, 2 personnes AS, ne doivent pas se marier. Je ne leur conseille pas en tout cas. Je ne doivent pas rester trop stricts, mais je ne leur conseille pas juste pour l'avenir de leurs enfants. Autant les AS et les AC. Parce que le risque quand même, c'est de faire des SC qui sont aussi des formes de drépanocytaire. Docteur Tatiana Baglo, parlez-nous des traitements possibles face à ce mal. Par rapport au traitement, nous en avons plusieurs. Il y a un traitement symptomatique qu'on fait. J'en ai parlé au début, c'est que les patients doivent boire de l'eau. Vraiment, boire de l'eau, c'est normalement tout le monde doit boire de l'eau, mais particulièrement les drépanocytaires doivent boire de l'eau. Et il y a une formule pour qu'on calcule la quantité d'eau qu'ils doivent boire selon leur poids. Au-delà de l'eau, il y a pour ce faire, ils doivent se rendre chez les hématologues. Ils doivent consulter les hématologues. Voilà. Exactement, ils doivent consulter. Mais ils peuvent consulter les pédiatres aussi. Les pédiatres aussi prennent bien soin des drépanocytaires, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, le malade doit, ou le drépanocytaire, il n'est pas forcément, c'est pas parce qu'il est drépanocytaire qu'il est malade. En tout cas, le drépanocytaire, qui se connaît drépanocytaire, doit se faire suivre par un médecin. C'est vrai, si on est hématologue, on a vraiment plus de compétences par rapport à la prise en charge, mais au Bénin, on a bien le centre de prise en charge des drépanocytaires géré par les pédiatres qui sont des compétences dans la prise en charge de la drépanocytose et qui le font très bien. Il y a une cohorte qu'ils ont et qu'ils gèrent correctement. Donc, il y a, à part l'eau qu'ils doivent boire, ils doivent respecter l'hygiène, c'est-à-dire les mesures d'hygiène doivent être strictement respectées. Il y a un certain nombre de médicaments qu'ils doivent prendre, mais toujours pour éviter les complications aiguës de la drépanocytose. Donc, il y a un certain nombre de médicaments qu'ils doivent prendre et parmi les médicaments, s'il vous plaît, il n'y a pas le fer. Je sais que quand on parle d'anémie, spontanément, tout le monde pense au fer. Fer-Foldine, vous l'avez dit? Oui, Fer-Foldine, en fait, fer et Foldine, c'est 2 médicaments différents. Différents, oui. Voilà. Un drépanocytaire ne prend pas systématiquement du fer. Il prend du fer uniquement quand son organisme en a besoin. Mais c'est seulement la Foldine qu'il doit prendre tous les jours. Ils doivent prendre par exemple la pénicilline B tous les jours, ainsi de suite. En tout cas, s'ils viennent à l'hôpital, on leur donne la liste. Mais c'est pour éviter de dire oui, les drépanocytaires sont anémiés, mais ils n'ont pas besoin de fer pour régler leur problème d'anémie. D'accord. Au-delà des mesures médicamenteuses, du traitement médicamenteux, les mesures d'hygiène, de l'eau, il faut vraiment qu'ils respectent les conseils de tous les jours, éviter le stress, éviter les efforts physiques trop intenses. Je ne dis pas qu'un drépanocytaire doit avoir forcément la dispense, parce que c'est ce à quoi on est confronté à l'hôpital. Tous les drépanocytaires veulent avoir des dispenses pour le sport. Pour le sport. Mais en réalité, un drépanocytaire peut faire du sport, mais à la mesure de ce que son organisme peut supporter. Justement, il faut même qu'il fasse quand même un peu d'effort physique pour l'entretien, pour son développement physique personnel. Mais strictement dit, 0 sport, non. Ils doivent quand même avoir un minimum de sport pour s'entretenir. Donc, c'est les sports de compétition qui sont interdits pour les drépanocytaires. Mais un sport d'entretien doit être fait tous les jours. Docteur Tatiana, d'autres conseils à donner? Les conseils à donner, c'est par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Oui. Mon professeur Anani, a l'habitude de dire, Anani Ludovic bien sûr, Anani a l'habitude de dire une chose. Lorsque 2 jeunes se rencontrent, la première question à se poser n'est pas quel est ton nom, mais c'est quel est ton électrophorèse de l'hémoglobine. Si vous êtes AS et que l'autre répond AS, qu'il faut fuir dans deux côtés opposés. Donc vraiment, c'est un conseil que je pense qu'il faut suivre parce que la drépanocytose est difficile à gérer après. Il faut faire un bilan pré-nuptial pour pouvoir éviter de rentrer dans ces pièges
et pour pouvoir réduire la prévalence de la drépanocytose parce que cette prévalence augmente chaque jour un peu plus. Docteur Tatiana Baglo, merci. Merci. Mesdames et messieurs, la drépanocytose est héréditaire et il est important de faire l'électrophorèse d'hémoglobine. La dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la rubrique Astuces Fruits avec Aude Guézodier. Aude Guézodier, bonjour. Bonjour Tatiana. Quel est le fruit de la semaine? La fraise. Nous poursuivons. Consommée dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, elle contribue à protéger des maladies cardiovasculaires, des cancers, de l'obésité et du diabète. La fraise est composée de 90% d'eau. Elle ne contient pratiquement pas de lipides ni de protéines et ne comporte que très peu de glucides, ce qui en fait un fruit très peu énergétique. Ces glucides assurent l'essentiel de son apport calorique. Ils lui confèrent également sa saveur sucrée. Délicieuse mais fragile, la fraise doit être au moins consommée le jour de l'achat ou au plus tard le lendemain. Aude Guézodier, vous en consommez, j'espère? Non, je n'ai jamais pris de la fraise. Et ça ne vous dit pas? Je vais commencer par prendre ça une fois. Ok. D'accord. Bonjour, docteur Tatiana. Bonjour. Je vais vous demander, est-ce que la consommation de la fraise ou des fruits en général participe au traitement d'un drépanocytaire? Est-ce que c'est de la drépanocytose qu'on parle? Oui, évidemment, la consommation des fruits, quels qu'ils soient, participe énormément à la prise en charge de la drépanocytose. Ce qui fait que dès qu'on reçoit les parents, parmi les conseils qu'on leur donne, on leur demande justement de faire consommer aux enfants des fruits et des légumes par jour, au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai que habituellement les gens ne le respectent pas au Bénin, mais pour les drépanocytaires, on fait l'effort d'insister sur cela. Après chaque repas, ils doivent prendre un fruit. Vous avez dit tout à l'heure que la fraise est constituée de 90% d'eau, raison de plus puisque nous avons besoin d'eau pour prendre en charge la drépanocytose. Merci, docteur. Je vous remercie. Docteur Tatiana Baglo, je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Bien-être et Santé que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.